Bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement par celles et ceux qui le font vivre au quotidien. Des épisodes courts, concrets et activables avec des invités au top qui te livrent leurs expériences, méthodes et astuces, le tout pour te faire progresser en recrutement. Recruteuse tech, manager d'équipe, freelance ou encore CEO de boîte recrutement, je vais te faire découvrir des invités que tu ne connais pas encore ou pas assez. Quant à moi, je suis Léo, le créateur de ce podcast. Après 7 ans à recruter dans différentes boîtes et différents pays, j'ai créé Blendy pour aider les recruteuses et recruteurs à passer au niveau supérieur. Ce podcast, il est sponsorisé par Team Tyler, l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. Team Tyler, c'est l'outil le plus complet pour gérer son recrutement de A à Z en mettant le paquet sur l'efficience, l'expérience candidat ou encore la marque employeur. En écoutant Tam Tam, tu débloques des avantages exclusifs si tu veux changer d'ATS. Tu retrouveras tout ça en description. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. C'est parti. Bonjour à toi Charlotte. Bonjour Léo. Et comment tu vas aujourd'hui ? Très bien et toi ? Eh bien écoute, il fait beau dans ton pays, à Genève, en Suisse. Je suis très content d'être là. Merci de m'avoir accueilli dans les locaux. Je suis contente de d'Ascor. te voir. J'ai l'impression de recevoir une star. Oh là 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 là, une star, rien que ça. Alors attention, parce que hier, en enregistrement de podcast, on va faire des chocolats. Là voilà, je n'ai pas encore eu les chocolats. Peut-être que tu me les réserves pour la fin de l'épisode. Mais ravi du coup d'enregistrer avec toi. Pour les gens qui ne te connaissent pas, avant qu'on parle de cet épisode où on va parler de sales, les points communs entre le côté commercial et le côté recrutement, est-ce que tu pourrais en environ 1 minute, pour les gens qui ne te connaissent pas, te présenter Charlotte ? Bien sûr. Charlotte, j'ai 43 ans. Je suis donc originaire de la région parisienne. Et puis, je suis arrivée ici en Suisse il y a à peu près 10 ans. Je ne regrette pas mon choix, on est bien ici. Au niveau de ma carrière pro, donc aujourd'hui, je travaille chez Ascor en tant que Talent Acquisition Partner depuis à peine 1 an. Et puis, auparavant, j'ai travaillé pendant 10 ans en société de services ici, dans le domaine IT à Genève. Je suis passée aussi par des cabinets de recrutement comme Michael Page et Robert Half. Et avant ça, j'avais aussi une bonne expérience en marketing donc on va dire que tout ça fait un mix avec la marque employeur et toute cette partie-là, le nurturing, dont on va parler tout à l'heure. Trop bien, ce qu'on appelle un profil T-shaped, où du coup tu as les compétences recrutement, mais aussi les compétences commerciales et les compétences marketing qui te rendent du coup plus efficace dans ton boulot. C'est ça. Trop et on bien. va dérouler ça pour la suite. Eh bien allons-y. Comme tu sais, il y a des petites questions aussi que j'ai pour toi. La première, une chose que tu aimes dans la vie. Ça peut être pro ou perso. Alors une chose que j'aime, c'est m'amuser. Voilà. Qui n'aime pas ça ? C'est vrai. Non, en fait, je repartirais d'un test qu'on utilise nous ici chez Ascor, qui est le test Pulsion. Ok. Et qui en fait détermine tes leviers de motivation du quotidien. Pour moi, c'est la liberté, c'est-à-dire que le plus important dans ma vie, c'est de me faire plaisir, de m'amuser comme je le disais, mais dans tout en fait, le travail, la vie perso, tout ça. Donc ça, c'est vraiment mon levier number one. Et puis sinon, j'adore aussi la montagne. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis ici dans la région aujourd'hui. Ah, c'est vrai que là, du coup, c'est plutôt pas mal d'être à côté des montagnes. Tu vas skier tous les week-ends quand il est en hiver ? Oui, je fais du ski de fond tous les week-ends. Oh, c'est beau. Ski de fond en plus. Très chouette. Écoute, trop bien. Est-ce qu'il y a du coup, inversement, une chose que tu n'aimes pas dans la vie ? Ne pas t'amuser ? Ne pas m'amuser. Je dis que je n'aime pas. Il y a plein de choses, mais non, je dirais peut-être les personnes qui sont un peu trop rigides, tu vois. Ça me fait toujours peur. Ou qui voient le verre à moitié vide et pas à moitié plein. J'aime pas trop non plus. C'est un peu déprimant. Et donc oui, je dirais que c'est peut-être ce qui me gêne le plus. Moi, j'aime bien l'agilité, la flexibilité, et quand on ne l'est pas, je trouve ça un peu gênant. J'allais faire une pique exprès, vu qu'on est en Suisse, j'ai le droit de le faire. T'aimes pas les Français, quoi. Truc horrible. Je dirais pas ça. C'est pas toi qui l'as dit, c'est moi. Écoute, trop bien. Et est-ce que tu as ramené un objet fétiche ? Je demande à chaque invité de m'amener ça. Alors du coup, il y a des trucs plus ou moins originaux. Quel est ton objet fétiche ? Bon, c'est pas super original. T'as vu, je t'en ai offert une tout à l'heure. Tu m'en as offert une. C'est une capsule de café. Une capsule. Tu m'en as offert même une qui était à café à la vanille. Exactement. Je l'ai jamais goûté. J'adore. C'est très très bon. Ça a une bonne petite odeur. Eh ben oui. Comme je suis pas très matinale, j'ai besoin de café le matin pour débuter ma journée. Et puis en plus, le café, je trouve que c'est un super endroit pour rencontrer tes collègues, discuter. Et en fait, c'est là où tu apprends plein de choses et où tu trouves plein d'idées. Clairement. D'ailleurs, est-ce que tu prends du café quand tu te réveilles ou pas ? Tout de suite ? Non. J'attends d'être au bureau. D'accord, parce que tu sais que scientifiquement, là, ça a été prouvé il n'y a pas longtemps qu'en gros, il faut attendre à peu près 1h30 à 2h avant ton réveil, parce que si tu bois du café, alors je ne suis pas scientifique pour un sou de tout ça, mais en gros, ça bloque les récepteurs qui te disent c'est bon, t'es réveillé, et donc les gens qui boivent du café au réveil, en fait, ça décale leur heure de réveil biologique. Et donc la plupart des gens font cette erreur, et donc forcément, ils ont besoin d'autres cafés pour redécaler. Mais du coup, c'est un cercle vicieux qui ne marche pas, et donc en effet, il faut attendre 1h30, 2h avant d'en boire, et là, pour le coup, la caféine fonctionne bien.
Je t'enverrai l'article si tu veux. C'est ce que je fais. Bah bravo, félicitations. Écoute, très bien. On va du coup parler du lien entre recrutement et entre l'art de vendre, le côté sales. D'ailleurs, j'ai vu que tu m'en parleras après, mais tu as un livre sur le copywriting, donc qui est aussi lié au sales. Je ne spoil pas parce que tu vas nous révéler lequel c'est et pourquoi. Avant de commencer, du coup, un truc intéressant, quand tu es commercial, tu sais, tu as un job qui est hyper important, c'est de trouver des gens à qui vendre, de trouver du coup des prospects. Pourquoi est-ce que du coup c'est pareil, le recrutement et le sales, dans ce côté recherche de prospects? Alors, pourquoi c'est pareil? Parce que déjà, quand tu es talent acquisition, tu vends ton poste finalement, comme un commercial vendrait... je sais pas, sa brosse à dents, son assurance, un livre, peu importe, ouais. Voilà, c'est la même chose en fait. Donc je pense que tu as besoin des mêmes clés que le vendeur, le sales, le commercial, tu l'appelleras comme tu voudras, et que tu as les mêmes difficultés. Tu vas rencontrer les mêmes problèmes. Donc les problèmes, c'est quoi? Ça peut être la concurrence, ça peut être les prix, ça peut être les problèmes de réputation, la notoriété de ta société. Tous ces problèmes-là, en fait. Et puis, ça dépend aussi comment tu travailles. Le commercial qui travaille que sur du one-shot, qui ne fait pas la technique du petit pousset, comme je l'appelle, c'est-à-dire qui ne va pas semer des petits cailloux jusqu'à y arriver et qui va juste se dire, allez, je fais une opération une fois et puis ça ira bien. En général, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne un temps, mais on s'épuise. Ok, et comment du coup tu vas, enfin, t'as ce côté en effet, le nurturing on pourrait appeler, le fait de faire parce que des petits poussés comme dont tu parles, avant ça t'as souvent un truc qui est hyper important et que les gens oublient, c'est comment est-ce que du coup tu vas aller chercher des candidats, comment est-ce que comme un sales tu vas chercher du coup des candidats? Ouais, tout à fait. Donc il y a différentes méthodes. En tant que talent acquisition, je dirais qu'au début, moi, mon premier réflexe quand j'ai un poste ouvert, déjà, c'est d'aller qualifier la demande avec c'est pas mal. Hiring Manager, c'est le premier point. De bien comprendre ce qu'il y a derrière, le contexte, ce qui est recherché. Et puis, je vais aller directement puiser dans mon ATS. Donc, quand tu en Bravo pour ça, c'est assez rare comme démarche, non, vraiment. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Mais j'en aurai un demain. Si quelqu'un a un ATS pour Charlotte, qu'il se c'est un de mes projets. Je pense avoir déjà trouvé, mais il n'est pas encore en place. Bon, j'ai déjà travaillé avec des ATS, mais j'ai jamais été très satisfaite non plus, pour tout te dire. Donc, aller chercher dans tes candidats, c'était candidat en tout cas, ton talent pool. Même si tu n'as pas d'ATS, ton talent pool, mais c'est encore mieux dans un ATS. Ensuite, je dirais qu'en deux, si je n'ai pas trouvé dans mon talent pool, je vais aller chercher dans les job boards. Donc, tu vas aller sourcer dans les job boards des CV que tu trouves ou tu vas mettre une annonce? Les deux. Les deux. Je parlerai des deux d'ailleurs, mais on va dire que je vais déjà aller chasser parce que j'ai peut-être un peu tu sais ce que plus ce réflexe-là. Exactement. Et donc là, je vais aller chercher dans les job boards puisque ce sont des candidats qui vont plutôt être à l'écoute du marché. On va dire que c'est actionnable rapidement. Si je ne trouve pas dans les job boards et dans mon talent pool, je vais aller voir sur LinkedIn puisque il y aura aussi des candidats potentiels mais qui ne sont peut-être pas en recherche. On parlait de l'annonce, donc ça va aller avec. Et puis ensuite, les mobilités internes aussi, il ne faut pas les oublier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le fait beaucoup, nous ici, chez Ascor. C'est ne pas oublier tous tes talents qui sont ici, qui sont dans ta structure. Oui, qui veulent évoluer. Et qui finalement n'ont rien demandé à personne. Mais tu te rends compte en creusant un peu, en discutant avec eux justement à la machine à café, avec ta fameuse capsule. À la vanille. Que, Robert, il en a peut-être un peu marre d'être sur son poste de dev, COBOL, et puis qu'il aimerait bien passer sur du Java et que ça le brancherait bien. Oui, et puis il suffit d'une formation, typiquement, notamment sur le métier de dev, c'est un truc où facilement tu peux apprendre, passer d'une langue à l'autre, quoi. Donc ça, c'est aussi un des points importants. Et puis après, j'oublie pas les cooptations. Ça, j'ai toujours mon petit stock de cooptes. Et je demande toujours à mes collègues s'ils pensent à des personnes dans leur réseau. Ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier. Oui, c'est hyper important. C'est tellement important que d'ailleurs, on a dit qu'on en parlerait à la troisième partie de cet épisode. On fera un focus juste sur la cooptation. Parce que c'est vrai que côté commercial, du coup, l'outil, alors ça ne s'appelle pas évidemment la cooptation, mais du coup, le référal qu'on peut avoir, ça marche super bien. C'est quelque chose qui convertit vite parce que du coup, tu as la confiance des gens qui font ça. Ok, donc là, du coup, tu as toute cette partie-là. Comment tu fais après ça comme un commercial, c'est quoi la suite une fois que alors après, je prends mon téléphone. Allô. Mon téléphone, j'utilise plusieurs moyens. Il y a le téléphone, il y a les emails, il y a LinkedIn, il y a WhatsApp, il y a les SMS. Enfin bref, tout est bon, tout peut fonctionner. Ça dépend comment on l'utilise et avec qui. On a des candidats qui vont préférer être prévenus pour qu'on prenne un rendez-vous, qu'on puisse discuter. Il y en a d'autres qui vont préférer qu'on les appelle, qu'on leur envoie un WhatsApp, peu importe. Donc là, je commence en fait mon job d'aller chercher la bonne personne, de discuter. Okay. Alors parfois, tu te dis, évidemment, ce poste-là,
c'est pour Justine. Je sais que c'est exactement le profil. Je sais qu'elle est en recherche. Je sais que c'est pour elle. T'appelles Justine. Puis là, Justine te dit, ah bah non, désolé. Finalement, je pars en congé mat. Je serai pas dispo avant 1 an. Bon, ok, zut. Et puis là commence ton travail de détective. Bon, tu discutes avec Justine, tu dis bon, mais toi, là, dans ton job, est-ce que tu connais d'autres personnes peut-être qui font un peu comme toi? Est-ce que tu sais où je pourrais aller chercher? Quel logiciel tu utilisais là où tu bossais? Tu vois, tu essayes de trouver en fait les points importants. Et à partir de là, tu commences ta chasse, comme on peut l'appeler, et tes approches directes pour aller chercher tes candidats qui pourraient potentiellement convenir à ton annonce. Et puis après, tu as tout le travail qui va derrière, évidemment. Il n'y a pas que trouver le candidat. Il faut que lui ait envie de venir. Ok, très bien. Mais comment d'ailleurs, quand tu contactes tes candidats et tes candidates, comment tu arrives à les convaincre? C'est comme les commerciaux, ils doivent convaincre leurs prospects. Comment tu convaincs tes candidats? Alors, c'est tout un art, je dirais, et ça va être propre à chacun. Bon, déjà, il faut que tu réfléchisses au bénéfice candidat qui va derrière. Toujours pareil, comme le marketing, comme la vente. Ça, c'est super important. C'est-à-dire que tu dois bien comprendre ce que ça va lui apporter à lui ou elle. D'être dans ta boîte, ouais. Voilà. Comment tu fais ça? Tu fais ça déjà en lui posant des questions. Parce que si tu ne sais pas ce que la personne recherche, tu ne peux pas savoir quel bénéfice il y aura pour elle. Donc, parfois, ça va être... le salaire, parfois ça va être le lieu, ça peut être aussi la flexibilité par rapport au temps de travail, ça peut être le contexte, ça peut être le contenu du job. Et plusieurs de ces critères même cumulés, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Et là, c'est là où il faut bien cerner ton candidat, et il y a une méthode dont je parlerai que j'ai utilisée il y a très longtemps. Quand j'étais à l'école, en école de commerce, qui est la méthode SONCAS. Ok. SONCAS, ça veut dire quoi? Je ne sais pas si tu connais. Non, du tout. Ok. S pour sécurité, orgueil, nouveauté. Ok. Et je ne sais plus le C. Le C, c'est pas grave, on le devinera. Argent et sympathie. Ok. Ok. C'est tous les leviers différents qui font que les gens peuvent être convaincus, c'est ça? Exactement. Okay. Et en fait, c'est un peu comme le pulsion qu'on utilise aussi, je t'en parlais sur les leviers de motivation. C'est qu'est-ce qui va motiver ton candidat. Ok. Donc il y en a un, peut-être ça va être la sympathie. Lui, ce qu'il veut juste, c'est avoir des collègues sympas pour aller à la machine à café. Bien sûr. Oui, et ça, faut d'abord le comprendre avant de pouvoir leur vendre ça, quoi. Exactement. Parce que tu peux pas d'ailleurs pitcher, entre guillemets, une boîte au début sans connaître le candidat derrière. C'est ça. Après, tu as celui qui est orgueil, orienté orgueil. Lui, ça va être d'avoir le titre de manager ou d'avoir une équipe de 15 personnes. Tu vois, alors qu'il en a 2 aujourd'hui, il en veut 15. Bon, voilà. En fait, tu as tous les types de motivations qui sont derrière. Il faut bien comprendre ça avant de pouvoir avancer avec ton candidat. C'est super important. Donc ça se fait dans l'étape de screening. Quand tu discutes avec lui, tu poses des questions ouvertes, évidemment. Et les gens vont te dire tout ça, quoi. Parce que si tu lui poses des questions fermées, tu vas jamais savoir ce qui se passe. Clairement. Et ce qu'il a dans la tête. Donc ça, c'est super important. Donc, première chose, du coup, tu comprends ton candidat, ta candidate. Ensuite, du coup, tu fais quoi quand tu sais ça? Une fois que tu as compris tout ça, tu vas pouvoir lui présenter ton offre sous différents angles. Donc, tu vas retenir l'angle qui va l'intéresser lui, évidemment. Et tu vas essayer de tout passer sous cet angle-là. Un peu comme un fil rouge, tu vois. Et là, en général, c'est là où tu vas pouvoir un peu l'attirer et lui donner envie de te rejoindre. Ok ? Donc ça, c'est une des pistes. Après, il faut aussi, à côté de ça, développer son personal branding. Parce que la société doit avoir sa notoriété, sa renommée. Donc, il faut bien travailler la marque employeur. Mais toi aussi, finalement, en tant que talent acquisition. Parce que si toi, t'es pas connu sur la place, que ta page LinkedIn, elle est pas à jour et qu'il comprend pas ce que tu fais, ça va pas marcher. Bien sûr. Ouais, à minima, avoir un profil de qualité et propre. Créer du contenu tous les jours, c'est pas forcément nécessaire, mais en effet, que ta bannière, ta description, ce soit rassurant et que les gens se disent « Ah, je vais apprendre des choses, quoi ». Enfin, même, tu peux mettre des liens accrochés à ton profil LinkedIn qui renvoient vers une page carrière, vers une vidéo, vers pas mal de choses. Et les gens disent « Ah ouais, trop cool, j'ai de l'info en plus, quoi ». C'est ça, ça peut rester des liens internes à la société dans laquelle tu travailles aujourd'hui. Ça, c'est trop bien. Ok, donc du coup, c'est pas mal de choses que tu vas faire ça. Et quand on préparait l'épisode, tu m'as parlé aussi d'un truc qui s'appelle l'account mapping. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, alors ça, c'est un peu une technique encore de sales. Ouais.
Mais tu sais, je crois que c'est des méthodes aussi que j'avais appris dans les cabinets de recrutement, genre Bah, Robert tu fais du sales, de toute façon. Quand tu es dans des cabs, voilà. c'est fait plus les deux. sales que recrutement même. Mais c'est ça, on faisait les deux, donc Ouais. forcément. Et puis, tu avais plein de techniques, le mushrooming, tout ça, et puis le ça, on aime count bien. mapping. Donc, mushrooming, c'est un peu quand tu cibles une société, tu vas pas t'arrêter à un interlocuteur, tu vas essayer de voir les autres interlocuteurs dans la même société. C'est ça. Voilà. Là, tu as l'avantage de LinkedIn où du coup, ils te donnent ça, même C'est avec ça. les profils de personnes. Si tu as le People Also Viewed, que tu as les gens aussi regardés à droite d'un profil LinkedIn, Ça c'est aide. du mushrooming. Tu peux après cliquer de l'un à l'autre et du coup, tu vas aller faire une sorte de mapping justement des gens qui gravitent autour de cette personne. Et souvent, c'est intéressant. Bah là, tu fais un peu pareil avec les candidats. Exactement. Tu as ton candidat, tu vois un exemple cherché pour une banque privée qui est juste à côté là, quand j'étais en ESN, hein, pas aujourd'hui, pas dans mon poste actuel. Un BA digital qui avait travaillé sur une techno particulière, un outil particulier. Et puis, j'avais approché une candidate qui était la bonne candidate, mais manque de bol, bon, ça ne lui plaisait pas, elle n'avait pas envie. C'était pas pour aujourd'hui, en tout cas. Okay. Et donc, j'ai travaillé avec elle pour bien comprendre qui avait travaillé avec elle sur cette techno ou qui l'utilisait sur le marché. Et ça te donne des pistes, en fait. Après, tu dis, alors je peux aller chercher chez tel client, je peux aller chercher telle compétence à tel endroit. Elle m'a donné les coordonnées de telle personne, je vais essayer de la contacter aussi pour avoir des infos. Voilà, donc ça aide. En fait, c'est un peu un travail de détective, plus ou moins. Je sais qu'il y a quelqu'un qui en parlait dans un de tes podcasts, ce côté détective. J'avais bien aimé. Bien. Ouais, même ce côté mushroom dont tu parles, c'est ça en fait. Et tu vas détective. Je crois que c'était Ludivine, il me semble, quand tu dois devenir un petit détective. J'avais bien aimé son épisode et j'étais vraiment en ligne avec ça. Le côté détective à fond. Ok, donc du coup, tout ça, c'est comment tu vas aller chercher des candidats. Aujourd'hui, tu sais, je t'apprends rien, mais tu as une grande tendance qui est l'inbound, qui est on en parle de plus en plus. Des gens, tu vois, comme Charlène, qui parlent de recruter sans chasser. Sans chasser, Comment on fait ça? Comment tu appliques l'inbound côté commercial, côté sales à du recrutement? C'est quoi un peu les grandes choses que tu peux faire? Ouais. C'est une bonne question. Juste avant de finir, un petit chiffre quand même sur la partie outbound. Alors, c'est un chiffre perso, c'est ce qu'on fait aujourd'hui ici. Mais tu vois, nous, aujourd'hui, sur les recrutements de l'année, on a fait 35% en outbound et le reste en inbound. Donc, c'est quand même un chiffre... Et tu comptes les cabinets de recrutement dans tes 35%? Non, je parle que du recrutement interne. Que a été fait par toi. On travaille de moins en moins avec des cabinets, justement. Trop bien. Parce qu'on fait notre talent acquisition nous-mêmes. Trop bien, génial. Bon, désolé pour les cabinets qui nous écoutent. Désolé. On vous aime quand même. Ça. Ok, donc trop bien comme stat, c'est un tiers du coup de tes recrutements. C'est ça. Et mais du coup, c'est là que 2 tiers c'est l'inbound, donc on peut dire que l'inbound te rapporte plus de candidats. Et c'est quoi du coup tout ce que tu fais toi au niveau inbound et qu'est-ce que tu recommandes à faire aux gens qui nous écoutent? Alors sur l'inbound, je donnerais 4 principes en fait, c'est encore des principes de sales. Ok. Tu as le fameux funnel avec 4 points importants. Attirer, convertir, vendre et fidéliser. Donc ton candidat, en fait, il se transforme tout au long de ce funnel. Donc au début, c'est un candidat étranger, quoi. Exactement. Ensuite, il devient un visiteur, il passe prospect, puis il finit client, candidat, quoi. Et à la fin, c'est un promoteur, un ambassadeur. Bien sûr, et il te fait de la cooptation dont on parlera après, du coup. Et tu pourrais détailler un petit peu, du coup, chacune de ces étapes. C'est un peu comme le funnel AAR, dont tu es en growth marketing, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, pour attirer, tu as quoi? Tu as différents moyens, un peu comme une vitrine d'une grande boutique, je sais pas, de bijouterie. Tu as ta page carrière. Donc, la page carrière, c'est quoi? C'est un endroit où tu vas mettre plein d'infos, des témoignages de collaborateurs, tes offres du moment, c'est quoi la politique chez nous en termes RH, quels sont les avantages, comment on évolue chez nous, voilà, vraiment plein de contextes autour de comment tu évolues dans cette société et qui est un peu le persona, tu vois, on en parle souvent des personas qui est ici, chez nous. Ok, c'est un peu de la découverte de choses pour les candidats et candidates et un peu de la réassurance, genre j'ai confiance dans ce que je vois, quoi. Ouais, exactement. Bon, après, ils peuvent utiliser Glassdoor et tout ça aussi. Pour le meilleur comme pour le pire, voilà, en fonction des ça, boîtes. On ne contrôle pas. Et puis, il y a les annonces, on en parlait tout à l'heure. Donc ça, je sais que tu avais fait justement un petit webinaire là-dessus qui était super intéressant. Avec Welcome to Jingle. Qui était top. Clairement, tu postes pas une job desk, tu postes une annonce. Et je ferai un peu le parallèle avec une maison. Si tu veux vendre ta maison demain, si tu mets 2 photos toutes pourries et que tu mets juste la liste des pièces avec le nombre de mètres carrés, ça va pas marcher. Sauf si tu es dans une crise du logement, dans des villes où les gens se battent. Mais à part ça,
Et donc, c'est un peu la même chose. Donc, dans ton annonce, bon, tu vas pas forcément mettre des photos, quoique tu peux aussi mettre... Moi, j'aime bien mettre le lien, en fait, au profil du hiring manager. Je trouve que c'est pas mal. Très cool de faire ça. De raconter qui est dans l'équipe, ce qui se passe dans l'équipe, les projets du moment, qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter à cette équipe. Et puis surtout, si... Enfin, il y a une petite rubrique qui s'appelle Don't apply if. Ça, le repoussoir un petit peu, les gens qui correspondent pas très Parce très que mal. c'est important aussi. Par exemple, la maison, je sais pas, l'exposé nord, tu cherches une expo plein sud, ça sert à rien. Bon, bah c'est la même chose. C'est marrant, tu te plaignais de tes bureaux qui sont exposés nord et pas au sud, et donc en effet où c'est sombre. Ouais, si vous nous écoutez, changez les fenêtres de l'autre côté, je sais pas, faites un truc, pivotez le bâtiment dans l'autre sens pour que les bureaux de Charlotte soient au plein sud. Ok, donc annonce, page carrière, je pense qu'il y a plein d'éléments que tu peux avoir pour attirer. Est-ce qu'il y en a un autre dont tu as envie de nous parler pour attirer les gens? Ouais, il y en a plein. Il y a toutes les vidéos que tu peux mettre sur différents supports. Sur ta page carrière, il peut y avoir aussi du Welcome to the Jungle, par exemple, des posts sur les réseaux sociaux, voilà, tout ça en fait pour attirer. Et puis l'employee advocacy aussi, dont on parle beaucoup. Finalement, c'est important et ça se reflète aussi dans ta page carrière. Bien sûr. Tu vois, avoir des collabs qui viennent discuter et qui sont là, qui sont réels, quoi. C'est des gens qui travaillent là. Bien sûr. Qui t'expliquent ce qu'ils font au quotidien, pourquoi ils aiment travailler là. Et pourquoi ils te recommanderaient de venir travailler ici. Ouais, ça rassure un max les candidats et candidates. Est-ce que si tu devais regarder une seule de toutes ces manières de faire de l'inbound, donc page carrière, annonce, vidéo, etc., et si tu devais garder qu'un seul élément, tu garderais lequel? Je garderais, je pense, la page carrière. La page carrière, ok. Ouais. Bah, écoute, même si aujourd'hui, je le fais pas encore et justement, je suis en train de le mettre en place. Mais je sens que ça va être un truc qui va faire un petit tournant, tu vois. Ça marche. Écoute, trop bien. Donc, tu as attiré les personnes. Donc, elles ont cliqué du coup sur... elles n'ont pas encore cliqué sur postuler. Alors, elles ont envie, elles se baladent, elles visitent. C'est quoi la deuxième étape? Comment du coup tu convertis ces personnes en appliquant? Devant le bâtiment, quoi. Ouais. Enfin, je reprends l'image de la maison, en fait. Ouais, bien sûr, elles sont devant, elles se disent « Ah tiens, j'ai envie de rentrer. » Est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas? Donc là, la deuxième étape, tu convertis. Donc là, la personne, elle est devant ta boutique ou devant la maison, et là, elle se dit « Bah, allez, je vais aller voir ce qui se passe dedans. Je vais quand même aller chercher des infos. » Tu frappes à la porte, quoi. C'est ça. Donc là, bah, c'est quoi? Soit il va s'abonner à tes newsletters si tu en as. Soit il va te contacter sur LinkedIn ou t'envoyer un mail ou postuler. Et puis bah là, c'est à toi de faire le job aussi, de prendre contact et de voir si c'est le bon moment de travailler ensemble. Et sinon, de faire rentrer la personne dans ton talent pool. On en parlait au début. Et puis, bah, tu peux aussi leur proposer de participer à des events. Parfois, ils s'inscrivent. Ouais. Tu vois, il y a des sociétés de services, je sais, qui font des brown bag lunch. Ok. C'est des déj, en fait. Chacun ramène son sandwich. Ok, ouais. Et c'est des sujets assez tech. De le brown bag. Ouais. Et c'est assez sympa, je trouve. C'est sur bien sûr. Ceux que j'avais vu passer, c'était plutôt des sujets sur Java. Mais voilà, sur de l'architecture, du code. Ouais, c'est trop chouette. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Donc là, bah voilà, ils sont rentrés, ils passent devant, ils regardent, ils s'intéressent. Et puis là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer à la phase vente. Ok. Parce que bon, bah ouais, il faut, ouais, c'est cool, t'as postulé, vas-y, on va plus loin, quoi. C'est ça, qu'ils ont visité, tu passes à la négo. Ok, et pour ça, on vous recommande l'épisode 20 avec Khalil sur la négo. Exactement, ouais, on en parlait tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un épisode intéressant, parce que la négo, ça vaut le coup de se former. Bien sûr. Comme on le disait, on le fait tous les jours. Clairement, et pourtant, on n'est pas formé à ça. Alors, éventuellement en école de commerce, et encore, je dis bien et encore, ça dépend des écoles et ça dépend des cours qu'on a, mais c'est vrai que c'est le quotidien. Quand on recrute, on négo tout le temps. En fait, on vend tout le temps et on négo tout le temps en permanence. On l'utilise en parlera juste après. Et du coup, donc, tu as recruté les gens, tu arrives au bout, la dernière phase, c'est ta partie fidélisation. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? La fidélisation, alors tu as plusieurs parties dans la fidélisation. On va faire un épisode que là-dessus d'ailleurs. Mais je dirais qu'il ne faut pas se louper sur l'onboarding, première partie. On a souvent tendance un peu à sous-estimer cette partie. Alors, aussi bien l'onboarding que l'offboarding, d'ailleurs, je dirais. C'est hyper important. C'est des phases qui sont... tu vois, tu t'en souviens, en fait. Et je sais plus qui disait ça. Il y a quelqu'un qui disait, en fait, c'est pas la façon... Enfin, ce que tu vas apprendre le premier jour de ton arrivée, c'est plus la façon dont tu vas te sentir, en fait. Bien sûr. Tu vois? Oui, le début, ton job en lui-même, c'est pas ce qui compte. Il faut que tu te sentes bien socialement, en fait, avec tes collègues. C'est comment tu te sens accueilli. Est-ce que tu as l'impression que tu as ta place? Est-ce que c'est cool que tu sois là ou pas? Et si c'est le cas, oui, en général, déjà, ça démarre sur de bonnes bases. Et puis après, tout au fil de ta carrière, je pense que c'est quelque chose qui est important. Il faut bien sûr continuer à investir sur, justement...
toi, enfin le collaborateur, faire en sorte qu'il se sente bien, épanoui, qu'il soit sur les bons projets. Et c'est là où tu vas faire naître en fait des ambassadeurs. Et c'est là où ils seront sales à ta place. Quand tu multiplies, Exactement. en fait, tu fais des petits pains et ils viennent vendre pour toi. Ils sont bien chez toi, donc c'est magique. Hein. Ils vont proposer à leurs copains, je sais pas, ils vont à un barbecue ce week-end, et ben ils vont proposer à leurs potes de venir bosser, je sais pas, sur le projet Data Lake, tu vois. Et en fait, tu vas ressortir avec des cooptations. Qui sont super intéressantes, super riches et qui vont ils sont t'apporter fiers beaucoup de valeur. de coopter quoi. T'as des boîtes, quand j'étais chez Choco, le CEO disait toujours qu'il était contre les primes de cooptation initialement, parce que du coup il partait du principe qu'il faut que les gens soient tellement fiers qu'ils soient prêts à coopter pour rien en retour. En fait, leur récompense c'est de travailler avec des gens qui disent je t'ai amené chez moi. Alors après c'est pareil dans toutes les boîtes et ça aide quand même une petite prime à passer à l'action. Mais c'est vrai que il faut que tu aies des gens qui soient vraiment fiers de coopter et quand ils le font c'est génial. C'est les meilleurs candidats quoi. En tout cas ils correspondent à la boîte. Est-ce que c'est la bonne personne d'un point de vue compétence? Ça on ne sait pas, mais au moins eux et elles ils savent pourquoi ils viennent là et ils ont envie de venir quoi. Trop bien. Donc on a parlé inbound, on a parlé outbound qui sont du coup deux stratégies en effet d'aller avoir quand on est sales, d'avoir des prospects et quand on est recruteur recruteuse d'aller voir des candidats. Comment, avant de passer du coup à notre fameux thème du double voire du triple sales, comment est-ce que du coup tu deviens plus stratégique sur tous ces sujets dont on vient de parler? Comment du coup tu deviens meilleur dans cette partie-là? Alors, il y a plusieurs pistes. Déjà, je pense l'outil, on en parlait tout à l'heure, l'ATS que tu vas utiliser. C'est important. Et ça, c'est mon père qui dit toujours ça. Mauvais outil, mauvais ouvrier. Et je trouve qu'il a tellement raison que j'aime bien cette expression. Parce qu'en fait, je m'en suis rendu compte, tu vois, quand tu fais trop d'artisanal, que tu n'industrialises pas assez et que tu comptes trop sur ce que tu as dans ta tête. Et ça, je me souviens, c'est Guillaume Alexandre aussi qui me l'avait dit. Je lui ai dit, non, mais moi, chaque fois, je pense à mes candidats, je les oublie pas. Il m'a dit, non, mais ta tête, t'as pas toute la data dedans. C'est pas, bien sûr. Tu vois, c'est pas aussi structuré c'est très dangereux, qu'une intelligence artificielle ou autre. Donc, du coup, ça suffit pas. C'est pour ça qu'un bon outil, c'est super important pour que tu puisses tout répertorier et bien sûr que tu sois hyper complet dans ce que tu notes dans l'outil. Voilà. Et tu te reposes ta charge mentale aussi sur l'outil et t'as plus que dans ta tête, sinon c'est terrible. C'est un métier à charge mentale, le recrutement, comme les sales. Bon, tu me diras, on en a. Hein. Moi, combien de fois ça m'est arrivé de penser, je sais pas, sous ma douche, je vais me dire, mais j'y ai pas pensé. J'ai pas répondu à... oh, non. Ou mince, mais j'ai oublié, c'est lui le candidat en fait. C'est assez drôle. Ok, donc du coup, des bons outils. Évidemment, en ATS, on recommande forcément Tim Taylor, qui permet du coup justement d'avoir une approche vraiment globale et transverse. Avec un peu l'approche CRM aussi. Et l'approche CRM et surtout l'approche marketing, en effet. Exactement. C'est ce que j'aime bien dans cet outil-là, c'est qu'ils l'ont compris par rapport à d'autres que je ne citerai pas, qui ont moins ce côté vraiment sales et qui sont plus dans quelque chose de très technique, un petit peu base de données, sans aller jusqu'au côté on va anticiper les besoins, on va être proactif. Et c'est la raison pour laquelle moi, c'est un outil que j'ai bien aimé utiliser, parce que justement, tu peux être dans le marketing et dans le sales. Autre chose du coup que tu recommandes pour être meilleur dans ça, dont tu as dit je dirais la production de contenu. Donc là, on repart un peu sur le marketing, ton personal branding, le content marketing, où faut avoir du contenu. Sinon, en fait, si tu vends du vide, ça marche pas. Et le contenu, ça prend du temps. C'est assez chronophage en fait de le produire. Et t'as pas toujours des équipes qui sont là pour t'aider à le faire. Donc tu dois un peu le faire tout seul aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Donc ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être soit de récupérer quelques infos sur les données du marché. Tu vois, nous, par exemple, le domaine de la banque privée, ça peut être de relayer un peu des actus sur ce qui se passe dans ta boîte. Ça peut être de féliciter des collabs. Je sais pas, par exemple, là, il y en a un qui vient de fêter ses 15 ans dans la structure. C'est génial. C'est trop bien. C'est top. Ça vaut le coup. Alors, ça peut aussi effrayer des gens, typiquement. Tu as des gens, tu mets 15 ans dans une même boîte, je suis genre, waouh, j'arriverai pas à m'imaginer. Moi, j'ai fait 10 ans max. Ouais, mais tu vois, c'est quand même bien. Et du coup, c'est en effet, quand tu parles à un public, c'est en fait, c'est l'avantage que tu as ici, c'est que tu as une carrière. Sinon, si en plus, sur 15 ans, je suppose qu'il a évolué plusieurs fois de métier. Et ça qui est intéressant, tu vois, de te dire, on peut te créer une vraie carrière quand tu restes chez nous, quoi. Au bout de 3 ans, t'es pas genre comme. Je sais pas, au hasard des cabinets de conseil où souvent l'évolution c'est manager ou rien, tu vois. Puis après, si tu peux manager, tu peux plus trop évoluer. Ou différemment, et désolé pour les cabinets de conseil si je connais mal une partie, mais souvent c'est un peu un schéma qu'on a où tu montes sur un domaine et t'es enfermé. Là, du coup, c'est trop bien pour en faire une pub. Bref, retour à cette digression. Créer du contenu en plus du coup d'avoir les bons outils. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter pour devenir vraiment plus stratégique là-dessus? En fait, c'est plus du soft skills, mais je pense qu'en tant que talent acquisition partner, tu te dois d'être très, très persévérant. C'est un truc super important. Il faut vraiment s'accrocher, il ne faut rien lâcher.
Alors, je dis pas être persévérant dans le mauvais sens. Hein. Si tu sens que le candidat, ça va pas le faire, Bien sûr, ouais. tu vas pas insister non plus. Si, viens chez nous, je t'assure, c'est bien. On a des pas lui cafés à mettre la le couteau vanille. sous la gorge, ouais. Non, ça, je fais pas. Mais ne pas t'arrêter à un stop, en fait. Voilà, ça, c'est vraiment important. Sans devenir un Jean-Claude Duss non plus. Mais il faut t'accrocher un minimum, être curieux. Comme je te disais tout à l'heure, vraiment poser des questions. Et quand tu sens qu'il y a un truc pas clair, ça, c'est un truc super important, je trouve. Ton candidat, tu sens qu'il y a un truc derrière. Ouais, je te demande. T'arrives pas à savoir ce qui bloque, il y a un truc qui bloque. Bah, en fait, juste, tu poses les questions et t'arrives à comprendre ce qui bloque. Et souvent, c'est comme ça que tu débloques les situations. Et tu vois, une petite histoire où j'avais été un peu créative. C'est tout bête, hein, mais c'est un candidat, en fait. C'est quand j'étais en ESN, je lui avais trouvé un mandat pour aller travailler dans le Jura suisse. Et le Jura suisse, c'est un peu loin. Puis il y a de la neige. Bon, il avait peur. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'avait pas de voiture. Et je me suis dit, mais attends, si c'est juste ça de blocage, attends, je vais lui proposer qu'on lui prenne une voiture de loc. Je lui ai proposé. Et c'est tout, ça lui allait, ouais. Il m'a dit, bah, c'est bon, super, avec je de signe neige demain. Et tout. Ouais, un 4x4. Trop bien. Il a signé. Ouais, mais J'ai du coup, réussi en à le effet, placer. sans le demander, ça aurait été un bloqueur et il serait pas imaginé que c'était Mais c'est possible, ça. donc il aurait dit Et non, en quoi. fait, au début, j'avais pas le point, tu vois, mais c'est en grattant. J'ai dit, mais en fait, c'est quoi vraiment le problème, quoi? Bah, c'était juste ça, c'était juste la voiture. Donc, tu vois, c'est un petit détail comme ça, mais donc, voilà, curiosité, persévérance, ça, c'est important, savoir poser les bonnes questions. Et puis, et que je le redis encore, je me répète un peu, mais toujours travailler dans la durée. C'est-à-dire que ton candidat, il te dit non, aujourd'hui, il a peut-être une bonne raison de te dire non, et tu l'entends, tu la comprends, etc. Mais tu te dis que peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, tu travailleras ensemble. Et moi, j'ai des candidats que je suis depuis 10 ans. Il y en a avec qui j'ai réussi à travailler au bout de 5 ans. Enfin voilà, c'est en fait, il faut garder le contact, c'est super important. Un peu le côté agent de talent. Exactement, ouais, c'est vrai que c'est intéressant et aujourd'hui on le voit de plus en plus, notamment le nurturing, hein, t'as du coup Élise qui aime bien dire que le 2023 sera nurturing ou ne sera pas. Bon, aujourd'hui on regarde qu'au final c'est plus ne sera pas que nurturing parce que c'est pas non plus encore au goût du jour, mais c'est vrai que c'est un peu la base. Aujourd'hui les gens sont assis sur des mines d'or qui sont du coup des bases candidats et ils s'en servent pas pour garder le contact, pour entretenir. Et je pense que demain, tu vois, typiquement aujourd'hui avec l'IA, mais avec LinkedIn, tu peux parler à tout le monde. La différence c'est est-ce que tu entretiens ou pas justement le lien avec tes candidats, avec ton vivier, ton pool, appelle-le comme tu veux. Et quand tu fais ça, du coup, tu as un avantage énorme sur du coup, tes concurrents. Écoute, trop bien, merci pour ces conseils. Pourquoi est-ce qu'on a dit que initialement, on voulait appeler cet épisode le recrutement, c'est du double sales. Finalement, on a changé d'intitulé. Pourquoi on parle de double sales? Parce que du coup, on va à la fois closer nos candidats d'un côté et à la fois, du coup, closer nos hiring managers. On doit convaincre les candidats que c'est la bonne boîte et le bon manager, et on doit convaincre le manager que c'est le bon candidat. C'est ça. Et ça, c'est dur parce qu'un sales, entre guillemets, classique, tu vends quelque chose à une personne. C'est transactionnel, c'est dans un sens. Nous, c'est bidirectionnel, voire omnidirectionnel quand tu es en ESN par exemple et que tu vends en plus des clients, mais là on va pas en parler, c'est trop complexe. C'est trop. Du coup, comment toi tu fais par exemple si on parle des candidats, comment t'assurer que tu vas aller closer des candidats, que tu arrives à vendre jusqu'au bout à des candidats? Alors il y a plusieurs choses. Bon, des trucs à ne pas faire. Commençons par là. J'ai noté 2-3 trucs à ne pas faire. Genre le mauvais sales, tu vois. Pas jouer l'urgence, le truc de si tu signes pas demain, c'est foutu, ça sera pas pour toi. Ta vie sera plus jamais la même. Ça, j'aime pas. Faut arrêter ça. Il y en a qui le font, hein, je sais, il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais non. Tu peux le faire ça en début de funnel, tu vois, genre sur un message d'accroche, tu peux créer l'urgence pour parler aux gens. Alors oui, moi mais quand je relance, à la fin, non. C'est vrai que parfois au 3e message, je dis bon, là j'ai compris que vous n'étiez pas intéressé par le poste, j'avance avec d'autres candidats. Si jamais vous changiez d'avis, merci de me le notifier. En général, j'ai un retour. Peut-être que je vais quand même. Finalement, je serais intéressée. Ouais. Ok, donc pas jouer l'urgence. Est-ce que tu as d'autres choses d'autres no-go? Pas de proposer de fausses alternatives, tu vois, ça c'est pareil, c'est le truc du sales pas très correct. Voilà, faire diversion, non. Moi, je pense qu'il faut rester correct. Toi, t'appelles faire diversion, du coup. Tu vois, lui parler d'un autre sujet qui n'a rien à voir, en fait, pour essayer de le faire signer. Enfin, tu vois, non, quoi. T'as vu le match de rugby hier soir? C'était cool, un gros score. Hein? Mais quel est le lien avec mon augmentation de 3K que je t'ai demandé? Il n'y en a pas. Non, mais voilà, ça marche pas. Ok. Donc, ce qu'il faut... Ça, c'est les no-go. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire, du coup? Détecter ses leviers de motivation. Je reviens encore là-dessus. Je suis pas psy, hein. J'ai aucune formation de psychologue, loin de là. Mais c'est super important. En fait, il faut comprendre comment l'autre fonctionne en face de toi. Et ses bloqueurs aussi.
Donc ça c'est... Et le plus tôt possible, pour du coup les savoir en cours dès le premier appel idéalement, quoi. Et donc c'est pour ça que moi j'ai une méthode, je sais pas si c'est une méthode en fait. Que tu as breveté, copyrighté. Non mais c'est que j'ai jamais fait des entretiens formels. Je déteste ça, de toute façon, je trouve que je suis pas là pour aller, tu vois, faire la RH, tu sais qu'elle est avec ses bonnes pratiques, j'aime pas ça. Donc moi c'est toujours très informel, on discute, c'est une discussion en fait, c'est pas un entretien. Et on essaye de comprendre ce qui va derrière. Donc moi, j'essaye d'expliquer ce qui va derrière mon poste. Et je pose beaucoup de questions sur qu'est-ce que la personne recherche, qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'il n'aime pas faire, qu'est-ce qu'il a fait dans son précédent job qu'il aimerait refaire ou ne pas retrouver. Tu vois, tout ça en fait. Et ça te donne des billes. Et parfois, à la suite de cette discussion informelle, alors ça, je fais toujours le débrief à chaud aussi en général, je leur dis, là, je sens que ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, toi, ce que tu recherches, c'est, je sais pas, travailler sur des nouvelles technos. Là, aujourd'hui, ce que je t'offre, c'est pas tout à fait ça, là, tu vois, sur ce poste-là. Ouais. Là, on va être plutôt sur de la vieille techno. Du legacy, ça va pas te plaire. Par contre, j'ai des projets au niveau Digi là, qui vont arriver dans quelques mois. Là, je te rappelle. Là, le poste, il sera pour toi. Et tu vois, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, un architecte solution là, qui va nous rejoindre. Dur en plus comme job à recruter. Ouais. Au début, j'ai dit non, ça va pas aller. Et on s'est rappelé après, et là, j'ai dit ok, c'est bon, j'ai le poste pour toi. Et puis en plus, ça tombait bien, c'était le bon moment. Il avait fini son mandat, enfin bref, tu vois, voilà. Encore toujours ce truc d'agent de talent. Ouais, ça rejoint ce que tu disais sur le nurturing, etc., entretien la flamme. Ouais, tu suis sur le long terme. Donc un levier de motivation en conseil. Deuxième chose que tu as pour closer du coup des candidats. Alors, deuxième chose, ne pas se précipiter. Ça, c'est important. Et tu vois, quand tu closes, faut prendre le temps, faut gérer point par point. Comme on disait, les bloqueurs aussi, les gérer. Tu parlais faut pas les laisser personne pourrir. Avec sa voiture dans le Jura. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Voilà, tu gères tout ça. Et faut rester flexible, mais tu te mets quand même un point d'ancrage. Ça, c'est ce que j'ai appris en négo, justement, parce que j'avais fait une formation de négociation super intéressante. Et tu te mets ton point d'ancrage, tu te mets aussi tes plans B. Comme il y avait dans le dernier épisode, vous en parlez justement. Exactement, le BATNA. Ouais, c'est ça. Alors, c'est super important. Toi, tu dois l'avoir, le candidat aussi, et tu restes quand même flexible. Parce que c'est pas parce que tu t'es mis un point d'ancrage que tu peux pas être flexible non plus. Donc après, tu as plein de petites choses qui peuvent faire que le candidat, il va finalement y trouver son compte. Je te disais tout à l'heure, des fois, tu vois, moi, sur le salaire, j'ai peut-être pas le poste qui paye le plus sur la place. Je vais avoir les banques privées, là, d'à côté, qui me font un peu de concurrence. Bon, c'est comme ça. Moi, par contre, j'ai du flex office. Moi, je propose des temps partiels. Enfin, j'ai plein de petits avantages comme ça aussi, qui vont parfois être super importants pour la personne qui va nous rejoindre. Parce que, je sais pas, il a des enfants en bas âge, il a d'autres choses à gérer dans sa vie, et qu'en fait, son job, c'est important, mais il a besoin de temps pour faire autre chose. Donc finalement, le salaire, oui, il doit payer ses factures, mais à 20K près, des fois, il va préférer choisir du flex time plutôt que les 24 plus, tu vois. Donc ça, c'est important aussi. Ok, super clair. Est-ce que tu as une dernière chose à nous donner, une astuce pour closer des candidats ? Ouais, peut-être aussi de garder le rythme. C'est-à-dire, ça, je l'ai souvent vu. Parfois, tu as du mal à gérer en tant que talent acquisition parce que toi, en fait, tu es là, tu attends qu'on te donne des infos, tu attends que le manager se décide. C'est ça. Voilà. Et donc, tu laisses passer le temps. En fait, j'ai appris qu'il ne fallait pas laisser passer. Alors déjà, tu boostes le manager qui est derrière pour qu'il se décide. Ça, c'est une des règles. Mais en plus, tu communiques avec ton candidat. Même si tu n'as pas de nouvelles. C'est ça. Tu lui dis salut, il ne s'est rien passé, mais voilà, tu le sais. Tu le rappelles, tu lui fais un WhatsApp, tu lui fais un petit vocal, ça marche bien. Tu lui expliques, tu lui demandes lui, et toi, t'en es où ? Parce que souvent, qu'est-ce qu'ils disent ? Moi, je suis en train d'avancer avec une autre piste. Évidemment. Ah oui, mince. Ou alors, tiens, je suis en train de réfléchir. Finalement, je vais peut-être me réinstaller dans l'autre canton. Enfin, tu sais pas, en fait, il peut se passer plein de choses derrière. Donc, c'est là où il faut vraiment être vigilant et loin des yeux, loin du cœur. On le sait, mais c'est comme les sales. Bien sûr. Le sales qui va pas voir son client, qui se montre pas souvent, en général, le client ne va pas penser à lui quand il aura son besoin, tu vois. C'est la même chose. Oui, et puis ça peut être même juste un petit message en mode tiens, regarde, je sais pas, j'ai vu passer cet article, ça peut t'intéresser. Ça peut être des trucs tout bêtes. L'autre jour, je sais plus à qui j'ai envoyé un message, c'était une de mes prospects, et du coup, je lui ai envoyé un article qui me faisait penser à elle. Et elle m'a dit, tu sais, que genre, tu fais mieux ton job que beaucoup de sales parce que du coup, tu me dis pas alors ça en est où, ça en est où. Non, ce que tu viens juste me dire, c'est tiens, j'ai pensé à toi. C'est ça. Et c'est juste une pensée, et ça suffit en fait à me dire tu existes, tu es là. Et du coup, ça remet un peu comme tu as une pile
de dossier, tu vois, ça te remet ton dossier tout en haut. Ouais. Du coup, c'est très chouette. Trop bien, donc pas mal de conseils pour closer des candidats. De l'autre côté de la barrière, comment du coup tu closes tes hiring managers? J'ai l'impression de faire Laurent Delahousse, tu sais, quand je fais des transitions comme ça. Mais donc, dans une autre perspective, comment vous closez les hiring managers efficacement, madame? Je dirais que c'est pas le plus simple. Mhm. Finalement, des fois, c'est peut-être même le plus Oui. compliqué. On aime nos hiring managers. Vraiment, hein, parce qu'en fait, bon, déjà, ils sont super exigeants, ce qui est normal, mais parfois, ils savent pas trop ce qu'ils veulent. Moi, c'est ça qui peut me Exactement. déranger aussi. C'est pour ça que je prends du temps à Quand t'es faire... pas cadré au tout début, en effet, ça peut partir dans tous les sens. Et on en parlait brièvement à un moment. Mhm. C'est super important, le kick-off au début. 100%. Le temps que tu vas passer à poser les questions, à bien comprendre encore une fois ce qui va derrière. Lui aussi, ben, tu vois, c'est quoi ses leviers? Qu'est-ce qui va être important pour lui? Là où il est prêt à faire des concessions, là où il n'est pas prêt à en faire, tu vois. Tout ça, c'est super important. Et si tu n'as pas bien compris, en général, tu ne closes pas bien à la fin avec le manager. Donc, je dirais que tout ça, c'est des choses qu'il faut... Ouais, c'est la base, exactement. Alors, en premier lieu, il faut que tu aies établi une relation de confiance. Et ça prend du temps, malheureusement. Voilà, ça peut prendre un peu de temps. Faut que la personne se dise, ok, j'ai compris qu'elle a compris ce qu'il me faut et qu'elle va me trouver la bonne personne. Et ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Tu vois, je l'ai vu quand je suis arrivée ici, puisque je suis arrivée en janvier, donc tu vois, c'est assez récent. Et au début, j'ai bien vu que les managers, ils n'avaient pas forcément toujours confiance dans ce que font ils savent les pas RH. comment tu travailles, je dis les RH parce que moi, en tant que TA, je suis rattachée au RH, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais voilà. Et donc, il faut faire attention à ça. Après, il faut aussi leur donner pas mal d'infos. Tu vois, par exemple, des infos du marché. Bien sûr, pour leur la montrer aussi que tu comprends le ouais. marché, tu sais ce qui se passe sur le marché. C'est pas le premier poste de dev. Bien sûr, info que eux ils n'ont pas, tu vois. Souvent, ils pensent que du coup, tu connais rien à leur métier, que tu n'as jamais travaillé sur ça et que tu vas les retarder plus qu'autre chose. Et ça, c'est important. Il faut que tu leur montres que tu maîtrises le job, que tu comprends où tu vas, que tu sais quel profil tu recrutes et que tu n'en es pas à ton premier essai. Bon, après, parfois, il t'arrive de travailler sur des postes où tu n'avais pas l'habitude de travailler avant. Mais là, du coup, tu leur expliques en mode, désolé, j'ai jamais fait, mais on va apprendre ensemble. Dis-moi, toi, comment ça marche, je vais faire mes recherches. Et là, ils sont là, ah ouais, trop bien, trop cool que tu t'intéresses à mon métier. Moi, tu fais du shadowing avec eux. Ouais, c'est ce que j'ai fait là. Tu vois, le back-office bancaire, j'avais jamais recruté sur ces profils-là. Je suis allée voir ce qu'ils faisaient, j'ai regardé leurs écrans. Voilà, t'as eu peur, t'es parti en courant, tu as dit, je ne veux pas recruter. C'est complètement différent de l'IT. Hein. On est sur autre chose. Bien sûr. Mais voilà, c'est intéressant, tu apprends des choses. Et en fait, c'est ça. Il faut comprendre ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Sinon, tu auras du mal de toute façon à trouver le bon candidat. Tu peux établir un persona aussi pour voir, tu vois, moi je demande toujours dans votre équipe, est-ce que vous pouvez me citer une personne avec qui vous aimez beaucoup travailler et puis c'est quoi son profil, il est passé par quoi comme école, il a fait quoi comme société avant, il a eu quoi comme expérience, c'est quoi les soft skills qui vont bien chez lui, tu vois, ça c'est important. Bien cerner aussi qui est le décideur. Tu vois, dans le process de recrutement, ça m'est arrivé ça. Toujours ici chez Ascor. Ouais. En fait, au début, je suis arrivée et puis j'avais genre 4 décideurs sur un poste. Mais ça marche pas. Parce qu'en fait, ils sont pas alignés entre eux, les décideurs. Bien sûr. En plus, 4, ça fait un 2-2 en cas de désaccord, c'est pas possible. Ça va pas du tout. J'ai jamais mis autant de temps à trouver la bonne personne. Tu vois, finalement, d'ailleurs, on a stoppé le process parce que j'ai dit non, mais là, c'est pas clair. Et on a reclarifié, on a trouvé un interlocuteur. Ok, c'est une personne qui décidait, bien sûr, très bien. Tu peux en avoir 2 à la limite, mais 4, c'était trop. Ça fonctionne pas. Bien sûr, c'est pas possible. Parce que du coup, tu aurais d'autres astuces en plus là, pour closer tes hiring managers. À part donc la confiance, ce que tu disais, le côté un peu transparent sur donner la data, hyper important, tu vois, alors montrer que tu sais les choses. Transparence aussi, juste là-dessus, je leur ferai un point. C'est-à-dire que moi, je suis transparente aussi sur le candidat que je leur propose. C'est-à-dire que je vais donner les points positifs et je vais donner les points où j'ai un doute. Bien sûr. Mais je le fais toujours. Hein. Trop bien. Et les candidats sont très bien, c'est pas le problème. Mais parfois, il y a des points, tu vois, par exemple, il peut avoir des prétentions salariales un peu trop élevées. Ça peut être un peu gênant pour la suite, pour la négo. Ça peut être qu'il habite un peu loin. Ouais, mais moi, tu les préviens. Ils sont au courant et ils savent à quoi s'attendre, quoi. Et ils continuent, entre guillemets, à leur risque et péril. Si jamais ça marche pas au niveau du closing parce que le salaire est pas assez, ils auront tenté le jeu, quoi. Tenté le coup. Et donc ça, c'est assez important sur la partie transparence. Ensuite, je dirais aussi qu'il y a plusieurs méthodes. Alors, quand tu connais pas trop le manager, moi, ce que j'essaye de faire, et ça, d'ailleurs, tu vois, j'écoute bien tes podcasts parce qu'il y en a un qui avait raconté ça. Lui, il faisait du carottage, il avait dit. Exactement. Julien de chez Doctolib, trop bien sa méthode. Et
Moi, je l'utilise parfois, mais Mhm. pas toujours. Donc, je l'utilise pour les managers avec qui j'ai pas l'habitude de travailler. Là, tu vois, au C'est ça, back-office, pour j'ai tester, utilisé ça comme méthode. ouais. J'ai dit, OK, je vais faire du carottage. Je leur envoie une dizaine de CV. Et puis, on regarde Ah, mais ensemble c'est si ça génial. match. Mhm. OK. Donc là, ils me font un premier retour. Je commence à comprendre ce qu'ils veulent. On avance ensemble. Et puis, après, je fais le screening et tout ça. Par contre, les managers que je connais bien, avec qui j'ai l'habitude de travailler, en fait, maintenant, je travaille en méthode. Je t'envoie une shortlist de 3 candidats. T'as le bon dedans. Tu poses pas trop de questions. Un peu comme ce que fait un cab, tu vois, où C'est t'as ça. fait leur liste C'est et la t'as même pas de méthode, choix, quoi. à la Michael Page, tu vois. Ça évite de demander en effet, t'en as pas un autre, et puis une autre, et Non, puis encore un, parce et qu'en puis fait, 3 non, autres. parce qu'il faut closer. Ouais, parce que exactement. sinon, les 3 super candidats que je t'ai trouvés là, ils vont plus être dispo. C'est ça. Et puis je vais t'en trouver d'autres, mais ça se trouve, ils seront moins bien. Bien Tu sûr. vas rester sur ton ressenti du premier qui t'avait T'as ton biais tellement plu. d'ancrage. Tu vois. Ouais. Et puis après, tu vas me dire, non, je trouve pas, ça va pas. Donc non, t'en as 3, tu choisis le bon dans les 3. C'est tout. Très très malin ça comme technique de faire ça, et ça ça marche bien. force à prendre la décision, quoi. Ça marche bien, et en plus, moi, ça me force aussi, tu vois, en tant que TA, à prendre une décision sur lesquels sont les 3 meilleurs. Bien parce sûr, que parfois, parmi les 10 que 20 des fois, que tu t'en as parles. qu'un parce que c'est compliqué. Oui. Voilà, ça peut Tu arriver. penses qu'il passe. Et là, tu te dis, voilà, j'espère qu'il va passer. Parfois, t'en as 10, et puis tu te dis, bon, c'est lequel le plus adapté finalement pour le job. Donc Oui, tu te qui fais correspondent toi-même au un manager, brainstorming. qui correspondent à la Voilà. boîte, et qui, C'est ça. en tant que candidat, a envie d'y aller aussi. Enfin, faut qu'il y ait Exactement. un juste milieu. C'est tripartite. Il faut que la boîte soit C'est gagnante, l'enfer. le candidat et le manager. Donc il faut réfléchir à tout ça. Hmm. Et c'est là où tu te poses les bonnes questions. Et je trouve que c'est pas mal cette technique, du coup, la shortlist des 3. T'as un nom pour ça, le club des 3, la shortlist des 3, le Ouais, club des 3, c'est pas mal, je short 3, trouve. club des 3, le club des 3. Je vais l'appeler comme ça, tiens, en La interne, c'est technique pas du mal. club des 3. Et ouais, en tout cas, je recommande vivement. Ok, Je me rends compte, ça me fait gagner un temps fou. bien sûr. Et on close plus vite. Trop bien. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner côté hiring manager, une dernière chose qui tu penses est hyper importante pour arriver à eux les convaincre? Et elles. Encore une fois, une bonne connaissance de leur environnement aussi, en fait, de leur équipe, comment ça fonctionne, tu vois, comment ils travaillent ensemble, les soft skills des personnes qui sont chez eux, des collaborateurs, collaboratrices, ça c'est super important. Une fois que tu as bien compris ça, enfin, moi clairement, tu vois, le SN pour lequel je travaillais pendant 10 ans, je trouvais ça super simple de recruter, parce qu'en fait, je connaissais par cœur les profils qu'on cherchait, tu vois, je savais les soft skills qu'il fallait. Donc voilà, c'est plus simple quand tu as bien maîtrisé cette partie-là, en fait. Trop bien. En vrai, c'est rigolo parce que c'est un peu quasiment les mêmes choses des deux côtés. La transparence, poser des questions, préparer des bloqueurs potentiels et un peu les désamorcer comme une bombe avant qu'ils arrivent. Est-ce que tu as du coup d'autres comme ça, un peu règles que tu pourrais rajouter en plus de ça? Donc tu as la transparence, tu as les questions ouvertes, on parlait tout à l'heure côté candidat, le fait d'anticiper les bloqueurs. Est-ce que tu as 2-3 choses en plus qui pour toi sont hyper importantes pour concilier ce magnifique petit monde que sont les candidats et les managers? Oui, alors je dirais qu'il y a 5 principes. Bon, le principe 1, c'est la transparence, on l'a dit, mais des deux côtés. Donc, avec le candidat et avec le manager. Alors, tu vas peut-être pas donner les mêmes infos à l'un ou l'autre. Oui, bien sûr. Mais tu vas rester transparent et toujours dans la bienveillance. Je n'ai pas précisé, mais évidemment, c'est de la transparence dans le bon sens. Enfin, tu vas pas détruire ton candidat ou détruire le manager derrière. C'est pas ça le but. Ce manager-là, il est super toxique. Vraiment, non. plus le matin, il gueule sur tout le monde. Viens pas. C'est ça. C'est Non, on bizarre. évite. Non, par contre, tu peux mettre un point d'attention sur oui, c'est un manager très très exigeant avec lui-même, avec son équipe aussi. Attention, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous pouvez dealer, quoi. Parfois, on va te dire non. Non, bah ok, on regardera sur un autre poste, tu vois. Principe numéro 2, on l'a dit et redit, mais les questions ouvertes. Mais ça, en fait, je pense que quand tu recrutes au début, tu t'en rends peut-être pas assez compte de ce truc des questions ouvertes. Et c'est d'une importance Bien sûr. monumentale. Et tu as intérêt de bien choisir tes questions. Et en fait, tu vas réussir à aller vers la réponse que tu veux entendre. Je dis pas que tu vas choisir la réponse du candidat, mais tu vas réussir à répondre à tes questions tu vois, que tu te posais en posant ces questions ouvertes. Et donc, ne jamais, ça c'est un truc que je dis toujours à Laïla qui travaille avec moi, ne jamais présupposer à la place du candidat. C'est pas parce qu'il t'a dit ça que ça veut dire ça. Toi, tu as compris ça. Mais c'est peut-être pas ça, en fait, derrière ce qu'il a voulu te dire. Et tu vois, ça arrive régulièrement, ça. Donc, il faut faire super attention à ça. Ne jamais te dire que tu as la réponse à sa place. Non, tu poses des questions quand tu n'es pas sûr. Le principe numéro 3, il ne faut pas prendre parti.
ni du côté de ton candidat, ni du côté du manager. Oui, ça, neutre. c'est pas toujours évident. T'es neutre comme la Suisse. Comme la Suisse, exactement. Ben voilà, c'est ça. Donc, tu vois, ça tombe bien. Et oui, et ça, c'est vraiment important, en fait, de faire attention aux attentes de chacun et de rester le plus neutre possible pour trouver la bonne solution, justement, qui fonctionne pour tous. Le principe numéro 4, on le disait tout à l'heure, c'est de bien maîtriser quand même ton marché, les tendances, savoir qui sont les concurrents, comment ça recrute à côté, tu vois, les postes ouverts aussi chez tes concurrents, tout ça c'est super important, les technos qui sont utilisés. Bon, je parle beaucoup de techno parce que forcément, je recrute des profils IT, donc c'est vrai. Mais ça vaut pour tous les domaines. C'est pour ça que j'en discute beaucoup. Mais ça, c'est important, vraiment, cette connaissance, l'ancrage que tu vas avoir. Et ça prend un peu de temps. Ça s'apprend aussi. Tu vois, au début, quand tu débarques, que tu es TA, que tu es nouveau sur le marché, tu vas pas tout connaître. Évidemment, c'est logique en même temps. Tu peux pas. C'est en posant des questions que tu vas apprendre et que tu vas savoir. Et puis, le principe numéro 5, je dirais, c'est le côté orienté solution. Donc, pour moi, et tu vois, je t'en parlais un peu au début, dans ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et c'est vrai que si tu es toujours celui qui voit le verre à moitié vide et qui va pas chercher une solution à un problème, ça va pas marcher. Ouais, tu trouves une excuse, par exemple, mais c'est normal, j'arrive pas à recruter parce que, je sais pas, cette techno elle est difficile, ou parce que non, mais les candidats ils veulent pas ça. Et tu trouves toujours une excuse alors qu'il y a forcément une solution. Enfin, c'est rare des recrutements qui marchent pas du tout, qui se closent pas. Il y a toujours une manière de faire. Tu vas faire des compromis éventuellement sur un ou deux critères côté manager, s'ils sont ok pour les faire. C'est là où le seul bloqueur, c'est ça. Ou tu restes créatif, comme on disait, et tu vas trouver des solutions en étant créatif. Tout à fait. Donc c'est vraiment ça en fait, toujours aller chercher les solutions, pas les problèmes. Et ça, je pense que c'est un principe Bien sûr. qui est hyper important aussi. Oui, tu trouves des manières autres. Tu vois, alors hier, on a enregistré avec Laetitia, donc c'est un épisode, et là, c'est un petit spoiler qui sortira plus tard, à l'heure où on écoutera ce podcast. Mais du coup, tu vois, il a fait la comparaison avec un jeu d'échecs, et en fait, chaque case est du coup un canal possible de diffusion. Si ça marche pas sur un, tu tentes sur un autre. Et en fait, du coup, là, où c'est un peu le problème, tu vois, les sales, ils te disent, tu frappes à une porte, tu rentres par la fenêtre, ça marche pas, tu passes par le toit, tu passes par la cave. Il y a toujours une manière de trouver, et si c'est pas la manière habituelle, ce qui est rarement le cas d'ailleurs, c'est que forcément une manière autre / originelle de faire. Trop bien. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter sur ça avant qu'on passe à un petit point dont tu voulais parler à la fin, qui est la cooptation? C'est hyper important. Peut-être sur le closing, juste préciser que c'est quand même une étape très délicate. Oui, c'est pas facile. Voilà, dans le recrutement. Et ce qui est un peu compliqué, alors ça, je sais pas, j'ai pas forcément le recul de savoir comment ça fonctionne dans toutes les sociétés. Moi, mon petit point un peu compliqué, c'est que souvent, à l'étape du closing, je passe la main. Ok, c'est les managers qui font les offres. Donc alors chez nous, c'est pas les managers, c'est les HRBP ici. Et mais puis, qui ne connaissent pas les candidats. Voilà. Et avant, quand j'étais en ESN, c'était les business unit managers. Mais encore une fois, ils n'ont pas suivi toute l'histoire du candidat. Ça fait pas 10 ans qu'ils suivent ton candidat comme toi et qu'ils savent ce qui s'est passé dans sa vie perso, pro, etc. Et en fait, souvent, eux, il leur manque un peu. Tu vois, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'affect. Infos. Ni lien, ni info. Il n'y a pas cette relation. Et ça m'est régulièrement arrivé, et ça c'est un peu une frustration, de perdre mon closing, parce qu'en fait, j'ai passé la main, et à ce moment-là, il s'est passé des trucs, moi j'avais pas toutes les infos et tout, de ce qui se passait là, pendant ce closing, et on a perdu les candidats, et ça je trouve ça dommage en fait. Cool. Et du coup, des fois je me dis, mais en fait, pourquoi on laisserait pas de talent acquisition aller jusqu'au bout, et faire la négo jusqu'au bout? Si tu as les infos sur le salaire et tout, tu peux te débrouiller comme un grand et finaliser, tu vois. Donc, je dirais que c'est mon petit bémol sur le closing aujourd'hui. Donc, je sais pas toi, dans ton expérience, que tu as vu un peu, si c'est partout pareil ou si c'est juste les sociétés dans lesquelles j'ai pu travailler. Ouais, ça dépend. C'est vrai que souvent, c'est un effet HR ou manager, mais moi, je suis assez... ça dépend aussi du lien que tu as avec les candidats. Si, du coup, c'est un candidat qui n'est pas un orthoré ou autre, c'est OK. Mais du coup, tu peux faire une offre par une autre personne si, du coup, les recruteurs et recruteuses ont donné toutes les infos. Et que tu sais exactement, justement, voilà, tous les leviers que tu peux utiliser. Voilà les risques avec cette personne-là que j'ai pu identifier. Et s'ils ont les infos, c'est OK. Après, pour le coup, côté candidat, ils font plus confiance dans un manager souvent parce que c'est leur futur boss en fait. Donc le lien passera plus. Si et seulement si, du coup, le recruteur et la recruteuse ont fait l'effort de donner tout ça. C'est ça. Et souvent, en fait, on bâcle un peu cette étape-là. Bien sûr, bah oui. Parce que le manager, il dit, c'est bon, ok, je lui fais la propale, on y va. C'est ça. Oui, mais non, attends, parce qu'en fait, ce que tu sais pas, c'est que... Et puis, t'as plein de choses derrière. Il faut que ce soit bien fait sur le fond, sur la forme aussi. Enfin, il y a pas longtemps, j'étais un client à mettre en place justement une manière plus intéressante et impactante de faire une offre. Pas juste un mail en mode, tiens, voilà le salaire, voilà le truc. Non, il faut que ce soit sur le fond et que ce soit réussi. Que tu sois excité, en fait, un peu comme une invitation à un mariage, tu vois. Genre, c'est un faire-part, c'est joli, c'est bien fait, t'as qu'une envie, c'est d'y être. Là, c'est pareil. L'offre, ça doit donner vraiment envie.
C'est ça. Et tu vois, j'ai un exemple pas plus tard qu'il y a un mois, je crois, une candidate, on était au bout, on allait closer. En plus, j'ai eu du mal à aller la chercher, tu vois, j'avais un peu galéré. Et à 5 000 francs près, on n'a pas signé. Mais, et en fait, comme j'ai pas suivi, et puis si tu veux, après, une fois que c'est mort, quoi. Enfin, tu vois, là, tu sentais que ça y est, elle avait pris sa décision. Et ça peut être un peu frustrant, voilà. Ok. Écoute, merci du coup pour ça et pour toutes ces infos que tu viens de donner sur le côté closing. On parlait aussi de pourquoi on parle de cooptation là sur une toute petite partie, parce que en sales ça marche super bien, on appelle ça l'affiliation. Je pense que ça ne sert pas forcément à grand chose de revenir sur les avantages de la cooptation. Je pense que c'est assez clair pour la plupart des gens qui l'utilisent. Donc ça coûte moins cher, tu n'as plus de cabinet, tu trouves des gens auxquels tu n'aurais pas forcément pensé avant, voire même qui sont peut-être pas sur LinkedIn ou autre, et que tu aurais pu. Tu as ce côté marque employeur qui est hyper fort. Tu as des gens qui arrivent qui sont déjà engagés parce que du coup c'est tes collègues qui les ont amenés. Moi, ce qui m'intéresse comme question principalement, c'est toi, de côté affiliation ou donc côté sales ou côté cooptation, comment tu rends ça efficace et un peu des conseils que tu aurais à donner, des exemples, des choses qui marchent vraiment bien en cooptation. Ok, alors juste pour commencer peut-être, un petit chiffre là-dessus. C'est Bill Boorman, je ne sais pas si tu connais, le fondateur de True, je crois d'ailleurs, qui a écrit un livre blanc où il indique quand même que 43% des candidats recrutés par le biais de la cooptation restent 3 ans en entreprise, versus 14% sur les candidats que tu aurais eu en approche directe ou sur les job boards. Voilà. Donc c'est quand même un point important. Bien sûr. Et je pense que la cooptation, c'est quand même une super option. En plus, comme tu dis, ça coûte moins cher. Ouais. Et donc, la cooptation, pour que ça fonctionne, il y a plusieurs choses. Déjà, encore une fois, on va revenir à notre son casse, tu sais. Ouais, le fameux. Et le C, c'est le confort, j'ai retrouvé. Le confort, il est important en recrutement. Et oui, mais clairement. c'est super Voiture important. De fonction, grand bureau, avec orientation sud et pas nord. Un parking en bas aussi, si possible. Ouais. Je fais toutes mes demandes. Et ça va être important parce qu'en fait, la personne qui va te coopter quelqu'un, ça va pas toujours être pour la même raison. Bien sûr. T'en as un, c'est pour le cadeau. T'en as un autre, c'est parce qu'il a envie de bosser avec son pote. T'en as un autre, comme on disait, c'est parce qu'il a envie d'être celui qui ramène les bons profils ici, tu vois. Genre, moi, grâce à moi, on a recruté le DSI, ou tu vois, j'en sais rien. Voilà, ça peut être important. Donc, tout ça, c'est à étudier. Et puis, en fait, c'est des programmes qui s'animent, tu vois. C'est important, l'animation qui va derrière. Moi, je travaille beaucoup avec la cooptation. C'est un moyen, je trouve, de trouver facilement des candidats et qui sont des bons candidats du marché caché, parfois, que tu n'aurais pas trouvé autrement. Et ça me fait toujours penser au début, je travaillais chez American Express au début de ma carrière. On travaillait aussi beaucoup comme ça en marketing direct, en fait, pour affilier de nouveaux clients. C'était, on envoyait des mailings, parce qu'à l'époque, c'était même pas des e-mailings, c'était des mailings papier, oui. C'était en 2004. Voilà. Et en fait, ça marchait plutôt pas mal. On envoyait des courriers avec une fausse carte, une mock card, et puis on leur disait proposez à vos amis et tout ça. Puis tu avais le petit catalogue de cadeaux à côté avec les points que tu te faisais en parrainant. Trop bien. Mais ça marchait super bien. Et donc en fait, en recrutement, c'est pareil, toujours la même chose. Marketing, vente et recrutement, c'est similaire. Donc, les méthodes pour que ça fonctionne, puisque moi, j'ai déjà mis en place un programme de coopte donc dans le SN où je travaillais avant. On avait mis un outil en place. D'ailleurs, il y a des outils très bien là-dessus qui sont pas mal faits. Notamment, je me souviens un truc que j'avais un peu insisté pour qu'on le développe, mais c'était un petit outil, en fait, qui te permettait de préparer ta recherche booléenne et de l'envoyer donc aux collaborateurs pour qu'ils cliquent sur en fait leur réseau, savoir qui dans leur réseau pouvait convenir. C'était top, ça leur mâchait le travail. C'était super simple. Donc en fait, ils n'avaient plus qu'à cliquer. Bien sûr. Mais je connais ces gens-là. Parce que souvent, ils n'y pensent pas à tout le monde. Des anciens collègues, je sais pas, il y a 10 ans. En fait, quand tu poses la question à quelqu'un, ça faut toujours se dire ça. Il ne va jamais savoir te dire. C'est pas leur job, en fait, à eux. Nous, on a toujours en tête des gens parce que c'est notre boulot. Mais... C'est ça. Et eux, jamais. En fait, ils vont dire ah non, mais moi, je connais personne qui est en recherche. Alors qu'en fait, tout le monde est en recherche. C'est ce que nous avait dit Guillaume Alexandre pendant sa formation. Bien sûr. Jusqu'au jour où tu as mieux, bien sûr. Ouais. Les gens, ils vont dire je suis pas en recherche. Mais le jour où tu leur demandes mais si vraiment... ça serait quoi, tu vois, si un jour tu devais changer quelque chose, ils vont te répondre, et si tu leur apportes ça, en fait, ils sont en recherche. Donc, voilà. 100%. Encore une fois, il ne faut pas présumer à la place des autres, mais comme on disait, les collaborateurs, ce n'est pas leur job. Donc, si tu leur prémâches un peu le travail et qu'ils arrivent sur une liste toute prête, ils n'ont plus qu'à envoyer l'annonce à leur réseau qui a été ciblé, c'est super simple. Donc, c'est là où j'insiste, il faut que le système de cooptation il soit simple.
En fait, tu pars du principe que les gens sont un peu feignants, mais c'est normal, on Oui, est bien tous, sûr. hein, et ils n'ont pas forcément envie de bosser sur un Ouais, le truc. moins de clics possible, c'est ça. c'est-à-dire comme un site web, tu vois. Une Ouais. page de vente, tu vas avoir le moins de clics Ouais. possible jusqu'à C'est ça. ce qui t'intéresse. Là, tu as juste à cliquer, tu proposes, ça rentre dans le Mhm. système, et ok, merci. Ah, en plus, je peux le suivre. Trop bien. Parce que sur le système, ça me dit combien de personnes j'ai cooptées, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'ils ont eu un entretien avec le recruteur, Hmm. est-ce qu'ils sont sur un process, etc. Donc en plus, tu as une visibilité, tu sais quand est-ce que tu vas toucher ta prime. Tu peux même mettre en place un système de points. Alors, Ouais. c'est peut-être un petit peu complexe à mettre en place, mais pourquoi pas. Et ça, je reprends l'exemple d'American Express, c'est la même chose, tu mets un système de points de parrainage, ce qui fait qu'en fait, c'est moins frustrant aussi pour les collaborateurs si la personne qu'ils ont cooptée ne va pas au bout. T'as quand Parce même que une partie telle ou des telle points. raison, tu as quand même des points. Ok, parce ouais, que tu tu avais débloques, proposé la bonne personne, ok. tu vois. Tu pourrais me dire que chaque étape, tu pourrais débloquer une partie, C'est par ça. exemple, quoi. Ouais, et Ok, ça, trop ça bien. marche plutôt bien. Je pense que c'est assez intéressant. Oui, il n'y a pas Ça la motive. frustration. C'est ça. Parce que sinon, c'est binaire la cooptation pour la Mais oui. prime. Tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Bah, c'est Ça, on ça. aime pas Et trop. des fois, finalement, c'est pas de ta faute. Toi, tu as proposé le bon candidat. C'est juste que nous, soit on n'a pas réussi à closer, soit Bien c'était sûr. pas le bon moment. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est important. Et puis après, il faut animer ton programme de cooptation. Ça, c'est super important aussi. Faut le faire vivre. Si tu n'animes pas ton programme, en général, ça meurt tout seul. Donc, à toi de faire en sorte qu'il y ait des challenges, de proposer aux collaborateurs de s'investir sur, je sais pas, par exemple, tu vas chercher un profil, je sais pas, un DevOps. Tu cherches un DevOps, là, tu n'as pas trouvé, tu mets en place une petite campagne. Tu vas plutôt cibler les personnes qui sont à l'infra ou au dev. Tu vas peut-être pas aller voir les gars du back-office. Je suis pas sûre qu'ils soient trop là-dedans et qu'ils aient forcément, tu vois, dans leur network des DevOps. Donc, tu essayes aussi de cibler, c'est important. Toujours pareil. Dans le marketing, tu fais quoi ? Tu cibles. Là, c'est la même chose. Donc, tu cibles bien les personnes et en général, ça fonctionne assez bien quand tu animes ça, que tu as une prime un peu spéciale à donner à ce moment-là. Et puis, le côté reconnaissance aussi. Après, tu communiques. Bien sûr. Ouais, t'es super fier, clairement. Voilà, par exemple, là, merci Vélina, t'as coopté Alexis, ça fonctionne bien et c'est top, il est content, ça du nous coup, fait tout un le monde est super content. collab. Manager, recruteur, coopté, cooptant. Ça rend heureux et heureuse 4 Tout personnes. le monde est gagnant. C'est fou, hein. Et Théa, en plus, il a eu moins de boulot derrière. Ouais, grave. Si tu pouvais faire que de la cooptation, ce serait génial. Hein. Bon, quand tu montes, plus t'en as dans ton hiring mix, mieux c'est, quoi. Oui, et puis tu peux aussi utiliser la cooptation externe. Je crois qu'on l'appelle Ouais, comme ça. Bien sûr. Moi, j'utilise souvent ça aussi. Tu vois, les candidats que je vais contacter qui vont me dire maintenant, écoute, là, c'est pas le moment, je suis pas sur un projet de départ et tout. Est-ce que tu connais des gens qui... Ah bah oui, justement. Bien sûr. Ah, oui, ok. souvent ça marche. Et même des fois sans le demander, si vraiment ils ont une bonne expérience candidat, ils vont le faire font. spontanément. S'ils ont en tête quelqu'un, évidemment. Mais, Ah ouais, moi j'en ai comme ça qui sont revenus vers moi en me disant mais tiens, je pense à un tel, il serait intéressé, peut-être tu pourrais l'appeler. 100%. Okay. D'où la qualité d'expérience candidat à mettre en place parce que ça va vraiment jouer sur le fait que les gens font de la cooptation externe ou pas. Si tu le fais vraiment bien, les gens vont vraiment adorer. Et inversement, tu vois une nouvelle expérience candidat, jamais tu cooptes pour cette boîte-là. Non, c'est ça. Au contraire, tu décooptes. Tu dis aux gens non, vas-y pas. Surtout n'y va pas. De ouf. Trop bien, est-ce que tu as une dernière chose à dire sur la cooptation, un dernier mot avant, sinon on passe aux 3 questions de fin de podcast. Je pense que c'est tout bon sur la coop. Eh ben génial. Et ben du coup, allons-y. 3 questions que je pose à tous mes invités, que du coup tu as dû, je suppose, évidemment préparer. La première, elle est très simple. Est-ce que tu as un contenu à recommander ? Ça peut être n'importe quoi, en termes de format, audio, vidéo, texte. Alors, il y a un livre que j'ai pas fini encore, mais que je trouve intéressant. J'ai commencé à lire. C'est celui de Nina Ramen. Tu en parlais tout à l'heure. Copywriting pour entrepreneurs et indépendants. Ouais. Je trouve que c'est pas mal. Alors, encore une fois, c'est pas forcément que pour les TA. Ouais, mais ça marche pour tout le monde. Mais ça marche pour tout le monde parce qu'on est toujours dans ce côté marketing-vente. Et elle reprend bien les bases, je trouve. Enfin, quand tu es déjà dans le réseau, que tu es habitué, tu vas apprendre moins de choses. Mais quand tu débutes, que tu as envie de te lancer sur LinkedIn, que de prendre la parole et d'y aller, c'est vraiment génial. Il y a pas mal de choses c'est intéressantes. hyper concret, pragmatique. Ouais, plein d'exemples capture d'écran et tout. C'est ça, et je trouve que c'est bien fait. Et alors, voilà, je vais bientôt le terminer, j'espère. Trouver un peu de temps. Ouais, il est très chouette. Mais j'ai bien aimé le Et puis il y a une petite dose d'humour aussi sympathique. Enfin, c'est pas un livre chiant à lire, quoi. Non, c'est ça, c'est facile. Et tu peux le lire en décousu. T'es pas obligé de, tu vois, ok, le trop lire bien. tout de suite. Donc ça, le contenu, le livre de Nina Ramen, une personne que tu recommandes. Oui, alors, une personne que je recommande, Guillaume Alexandre, c'est un peu... c'est vrai que... Inévitable. Ouais, alors je dirais c'est peut-être tout le monde qui le recommande, mais je trouve que c'est assez extraordinaire. Sa façon de penser, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la manière dont il approche les choses, et puis son côté, il arrive à te synthétiser des trucs et en fait à te montrer que c'est évident,
toi, tu vois, tu l'avais en tête, mais tu l'avais pas forcément formalisé. Donc, oui, templatisé / théorisé comme il faut, quoi. J'aime bien cette approche et c'est vrai que je ne peux que recommander les contenus de Guillaume Alexandre. Qui se prépare, alors on enregistre demain, du coup le 11 octobre, à faire une conférence à Saussure, ou dans 2 jours, je sais plus quand c'est. C'est vrai, tu vas le voir là-bas? Non, moi je vais pas, mais je continue ma tournée de podcast en Suisse. Mais t'as les 10 ans du Saussure, et il fait une conférence, la conférence de clôture. Ça devrait être intéressant. 10 ans du sourcing, les sourcing il y a 10 ans, sourcing dans 10 ans, à quoi ça ressemblera. C'est assez intéressant. Il nous a fait une conf aussi au HR True Geneva. Qui était top, sur l'IA, ChatGPT. C'était super intéressant. Trop chouette, donc très bonne reco. Et dernière chose, est-ce que tu aurais un film ou une série à recommander? Ça peut parler de recrutement ou pas trop, ou de manière un peu détournée, que tu aurais à nous donner. Ouais, un truc pas commun en fait. Et comme je te disais, j'ai pas beaucoup de temps, on va dire, libre. Bon, je vais faire du ski le week-end, mais j'ai pas trop le temps de regarder des films, des séries. Et de temps en temps, je regarde Recherche appartement ou maison. Voilà, ou vend, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, tu vois, M6 de chercheurs d'affaires. Et en fait, ce qui me fait rigoler, c'est que c'est un peu la même approche. Mais tu vois, je prenais le parallèle tout à l'heure de l'immobilier, et je trouve que l'agent immobilier, finalement, peut-être qu'un jour je me recyclerai là-dedans, tiens, je sais pas. Pourquoi pas, hein. Ça paye bien apparemment quand t'es à ton compte et que tu sais que t'es malin. Ça doit être assez marrant. Et en fait, c'est un peu le même job, parce que soit t'aides ton client qui veut vendre à refaire un truc cohérent, un peu comme ton candidat que tu vas coacher pour lui dire mais écoute, ton CV ça va pas là, faut que tu remettes un fil rouge, faut que tu réexpliques, tu vois, si tu prends juste tes expériences en mode liste des tâches, ça marche pas. Clairement. Raconte une histoire, fais un truc, tu vois, qui parle de toi, mets en avant, etc. C'est un peu la même chose, tu vois. Et puis le côté matching aussi, faut matcher ce qui va derrière les potentiels acheteurs et tu vois, la maison que tu vends. Donc, c'est un peu le même délire, finalement. Tu restes dans du matching. Et donc, c'est là où je trouve ça intéressant. Je dis pas que c'est un truc super intellectuel, mais je trouve que le parallèle va bien. Bien sûr, ouais, clairement. Mais même, tu vois, au niveau du kick-off, le besoin initial, c'est la qualité, du coup, de ta recherche après. Si tu as oublié un truc, t'as pas été exhaustif, ça marche pas. Et tu vois, encore une fois, il faut bien connaître ton client, pareil. Bien sûr, mais 100%. Avoir des deux côtés, entre guillemets, côté vendeur, côté acheteur. Mon côté vendeur, un peu moins, souvent, c'est assez clair, ils veulent juste vendre. Mais côté acheteur, c'est différent. Trop bien. Écoute, merci pour tous ces conseils, merci pour tout ce que tu as donné dans cet épisode, en termes d'exemples, en termes de mode de pensée et autres. C'était très chouette. Est-ce que tu as un mot de la fin à ajouter, ou à part merci, au revoir? Soyez persévérants, curieux, et franchement, et un tout petit peu feignant aussi. Parfois, ça aide, parce qu'en fait, du coup, tu fais les choses mieux, t'industrialises, t'automatises, et tu gagnes du temps. Donc voilà, mais restez surtout curieux. Je crois que c'est plus important dans notre job. Et puis, amusez-vous. C'est magnifique comme conclusion. Écoute, merci à toi, Charlotte. C'était très chouette comme épisode. Je te souhaite une très bonne journée. Et puis, je te dis à la prochaine. Merci. À bientôt. Bye. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques, et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.